Donc je vais vous présenter le travail d'une de nos internes dans le cadre du DIU de gastropédiatrique autour des atrésies congénitales multiples, hein, et de la mutation du gène TTC7A en partant d'un cas clinique et en faisant un petit rappel après très bref sur la revue de la littérature qu'elle a faite dans le cadre de sa publication. Alors donc les atrésies intestinales congénitales, donc c'est rare mais c'est pas exceptionnel. Donc sur des chiffres récents, 7% des parentérales à domicile pédiatrique et 12% des grêles courts parmi ces parentérales. L'étiologie souvent n'est pas retrouvée particulièrement, la majorité des cas, et donc en 2013 est décrit le gène pour des mutations pour le gène TTC7A associé à ces atrésies multiples. Donc les rôles, on reviendra un petit peu sur le rappel après de cette protéine, est multiple autour de la polarisation et de la différenciation des cellules épithéliales, et donc pouvant toucher plusieurs organes, comme on le verra dans la clinique, l'intestin, le thymus, mais également le poumon, le pancréas, etc. Alors c'est une petite fille qui naît prématurée, qui a maintenant autour de 5 ans, donc césarienne pour une dystocie abdominale, pas d'antécédent si ce n'est une consanguinité parentale. Et donc pendant la grossesse, une ascite est diagnostiquée avec un intestin hyperécogène, le cariotype est sans particularité. Et donc quand elle naît avec un tableau d'occlusion digestive haute, avec des vomissements, un ballonnement important, avec l'ASP uniquement la poche aérienne gastrique visible. Et donc la première chirurgie va être une résection, donc une exploration avec découverte d'atrésies multiples et résection de ces atrésies donc à plusieurs endroits, duodénal, grélique et colique, avec un envoi en anapathe et donc la mise en nutrition parentérale avec dérivation. Donc l'anapathe nous répond des desquamations importantes avec de nombreux corps apoptotiques intraluminaux, donc c'est ce qu'on voit ici, c'est tout cet aspect-là, et puis associé à cela une atrophie villositaire avec des ulcérations, une raréfaction glandulaire et une raréfaction également des nodules lymphoïdes. Au cours rapidement derrière, le syndrome occlusif va récidiver et donc là vous avez l'image de pacification gastrique qui montre une dilatation du duodénum et une sténose complète duodénale, et est associée à cela une entéropathie exsudative puisqu'elle nécessite des perfusions d'albumine et qu'elle est lymphopénique. Le bilan inflammatoire est négatif à ce moment-là. La prise en charge va être à nouveau chirurgie avec résection de ces atrésies gréliques et mise en jéjunostomie plus haute. Et puis apparaissent des rectoragies, un tableau évocateur d'entérocolite et occlusif aussi à nouveau. À l'échographie, on a un épaississement et une pneumatose du grêle. Et donc elle est reprise une troisième fois à 5 mois avec une entérolyse, deux nouvelles sténoses apparues qui sont réséquées et un aspect très inflammatoire de la valvule iléocécale. À 9 mois de vie persistent les symptômes d'entérocolite dans une forme chronique qui est étonnamment bien supportée cliniquement, hein, avec toujours cet épaississement à l'échographie, des vomissements, des RGO très importants, très invalidants, et toujours l'hypoalbuminémie et la leucopénie avec une anémie ferriprive en lien avec ces saignements peu abondants mais permanents. Donc cette fois une chirurgie décidée radicale avec une entérectomie subtotale qui va juste laisser le duodénum et réalisation d'un anti-reflux, et donc ce qui lui permet de rentrer à domicile en parentérale à domicile. La suite va être marquée par la survenue de pancréatite au cours de la première année de vie, pancréatite récidivante, sans épisode de gravité important, mais quand même récidivant, avec un bilan étiologique négatif, donc qui est traité à domicile par antalgique. Les résolutions de chaque crise durent entre 1 et 3 jours, avec une résolution spontanée au bout de 6 mois. À partir de 12e mois, on a une atteinte hépatique qui apparaît, avec une cytolyse et une cholestase modérée, avec un bilan étiologique là, qui est négatif, donc qui est mis sur le compte du grêle court et de la parentérale. Et puis à 2 ans, elle va enchaîner en 4 mois 6 otites moyennes, qui nous fait réaliser un bilan immunitaire avec découverte d'un déficit immunitaire combiné sévère devant la baisse des immunoglobulines et la lymphopénie associée. Donc il va être traité IV par immunoglobuline et Bactrim IV puisqu'il n'y a plus d'absorption intestinale. Et donc devant cette association atrésie digestive multiple,
maladie inflammatoire, on va dire ça comme ça, du tube digestif très précoce et déficit immunitaire sévère, plus la publication qui survient peu de temps après sa naissance de l'association TTC7A, un bilan génétique est réalisé et donc il confirme cette mutation homozygote avec une nouvelle mutation qui n'était pas encore décrite. Et donc le suivi au long cours à ce niveau-là va montrer, donc la part entérale va être poursuivie bien entendu, avec une dysoralité très sévère, la stéatose et la fibrose hépatique F2, F3 qui est toujours là. Au niveau infectieux, finalement, il y a assez peu d'épisodes infectieux une fois que le traitement prophylactique a été mis en place. On va avoir quelques sepsis sur VVC, 2-3, mais finalement, dont un choc septique, mais finalement pas de tableau d'infection récidivante. Et la croissance et l'état nutritionnel sont tout à fait corrects. Donc ça, c'était pour... Donc en fait, on s'est fait piéger sur ce qu'on avait, nous, identifié, enfin pensé être une entéropathie exsudative et qui était en fait la lymphopénie était associée finalement à ce déficit immunitaire. Sur la physiopathologie de TTC7A, ce qu'on sait actuellement, c'est que donc il y a cette protéine intervient dans une activité rho-kinase qui joue à plusieurs niveaux cellulaires, différenciation, apoptose et polarité. Donc ça c'est une revue de littérature qui est assez bien faite et qui donc est décrite là aussi dans ces publications comme des atteintes intestinales de type inflammation et anomalie architecturale, mais aussi au niveau thymique avec une hypoplasie du thymus, donc qui rattache les deux atteintes digestives et immunitaires ensemble. Quand on provoque cette mutation in vitro, donc ça a été fait sur des organoïdes par exemple, sur des cultures de CACO2, on a une réduction de l'adhésion cellulaire et une majoration de l'apoptose, ce qui est bien en corrélation avec ce qu'on observe in vivo et en histologie, et avec des lésions qui sont assez évocatrices de GVH, ou ce qu'on peut retrouver dans certains déficits immunitaires combinés sévères, mais qui sont différents finalement quand les anapathes nous rendent les résultats. Ils disent que c'est assez différent de ce qu'on peut voir dans des Mickey classiques ou dans des entérocolites ulcéro-nécrosantes, du fait de cette apoptose très importante et de cette hypoplasie lymphoïde. Sachant qu'il existe un traitement possible, théorique, donc qui a été testé in vitro là aussi sur des organoïdes avec une amélioration de la fonctionnalité au niveau intestinal et au niveau lymphocytaire. Ce médicament est disponible uniquement au Japon pour l'instant et alors il y a des équipes notamment à Necker, ils ont essayé les immunologues de Necker ont essayé de récupérer le traitement et pour l'instant ils n'y sont pas arrivés. La corrélation génotype-phénotype, alors il y a une vingtaine de mutations différentes qui sont décrites, avec un semblant de corrélation puisque les codons stop sont associés aux formes les plus sévères a priori, alors que les non-sens plutôt des formes moins sévères, mais ceci n'est pas constant parce qu'on peut avoir les mêmes mutations dans des familles différentes qui donnent ou non des déficits immunitaires associés. Donc il y a d'autres choses qui se passent au niveau génétique qui pour l'instant ne sont pas encore bien compris. En gros, si on veut caricaturer l'atteinte clinique, schématiser l'atteinte clinique, on a deux formes principales, une forme inflammatoire précoce et une forme sténosante associée avec un déficit immunitaire combiné sévère, en sachant que chacun de ces trois groupes, inflammation, sténose, déficit immunitaire, peuvent être à des degrés variables, et c'est ce qu'on montrait ce que je vais vous montrer juste après dans un tableau de la revue de littérature. Et puis d'autres phénotypes viennent d'être décrits plus récemment, notamment des atteintes cutanées et avec des alopécies et des hyperkératoses sans déficit, sans atteinte digestive du tout associée. Donc ça c'est illisible pour vous, mais c'est juste pour... On a répertorié donc la soixantaine de cas actuellement publiés, et donc on voit bien qu'on a des formes uniquement avec les atrésies multiples, d'autres uniquement avec la partie inflammation, la combinaison atrésie multiple déficit immunitaire ou inflammation et sténose, ainsi de suite. L'évolution de ces cas publiés montre que l'atteinte hépatique est fréquente, alors probablement majorée bien sûr par la parentérale, et que ces patients sont décrits comme ayant souvent un excès de masse grasse. Là aussi la parentérale peut jouer un rôle bien entendu, mais il semblerait qu'il y a des hypothèses de perturbation du métabolisme lipidique qui pourraient favoriser cette atteinte hépatique associée. Les pancréatites récidivantes sont décrites de manière classique. Je pense qu'à Debré, on en avait discuté avec votre équipe. Vous aviez eu un peu la même histoire et il s'est passé la même chose pour notre patient, c'est que finalement ça s'est spontanément arrêté sans qu'il y ait une insuffisance pancréatique associée qui n'apparaisse.
Au niveau des prises en charge sous l'aspect transplantation, là aussi la littérature montre quelques rapports de transplantation intestinale avec une reconstitution immunitaire qui est insuffisante, un risque de GVH, trop peu de cas et surtout de nombreux décès associés. Donc il y a une série de 9 cas, dont 5 décès dans l'année qui a suivi, qui est publiée. Les cellules souches hématopoïétiques ne règlent pas le problème digestif, qui continue d'évoluer pour lui-même. Donc on a quelque chose qui est effectivement différent d'une atteinte digestive liée à un déficit immunitaire. Et ce qui a été proposé, mais que je n'ai pas retrouvé publié avec succès, sont des transplantations de thymus. Donc en conclusion, devant ces occlusions intestinales néonatales, pensez à rechercher une lymphopénie et une hypogammaglobulinémie pour évoquer un TTC-CETA, même si l'association n'est pas obligatoire entre atrésie et déficit immunitaire. La particularité, alors là, il y a un patient, mais il y en a deux dans la deuxième qui est née 2 ans après. En fait, on a fait le diagnostic cette fois la première semaine de vie. Elle a été traitée de la même façon parce qu'elle a eu le même type d'évolution très sévère avec une entérectomie radicale. Elles ont toutes les deux au niveau nutritionnel et finalement épisode infectieux, elles vont bien à ce plan-là. Pour les perspectives, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure autour de la roquinase. Peut-être, en tout cas pour l'instant, c'est la seule voie évoquée de recherche en thérapie. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des remarques ou des questions. Je ne sais pas si c'est des patients que vous avez eu récemment dans vos services. Ça fait très longtemps, ça fait 15 ans qu'elle est décédée la dernière. Donc je ne sais pas s'il nous reste... Et nous on avait suivi un malade avec amide à Margency. Je n'ai pas dit la littérature, l'espérance de vie c'est 2 ans chez ces patients. Il a fait donc une dilatation de bronche. Il a été proposé pour une greffe intestinale et le fait qu'il a commencé ses infections respiratoires, il a été récusé pour la greffe et il est décédé plus avec des complications respiratoires et infectieuses. Puis une hyperionophilie, en fait, ça a été expliqué par le déficit immunitaire, c'est ce qu'ils nous ont dit l'équipe d'hématologie. C'est vrai que c'est une pathologie intéressante dont on fait maintenant relativement facilement le diagnostic dans le contexte que tu as décrit. La question thérapeutique, j'ai participé à toutes les discussions de patients atteints de ce syndrome depuis qu'il a été décrit, depuis qu'on en a pris en charge. C'est vrai que ce premier cas rapporté par un collègue américain dont le nom m'échappe, peu importe, a été très stimulant, sauf que les immunologues ou immunologistes n'ont jamais voulu accepter ou concevoir qu'il puisse y avoir une reconstruction immunitaire au moins partielle, ce qui a quand même été décrit Orlsen, qui a été décrit initialement par Orlsen et confirmé par d'autres. Bon, et c'est vrai, comme tu l'as rappelé, que la GVH a plombé les résultats de la transplantation intestinale et qu'aujourd'hui, face à ces patients, on se regarde en chien de faïence et savoir qui va tirer le premier ou qui va se retirer le premier. C'est-à-dire, faut-il faire une greffe de moelle first ou une transplantation intestinale first? Et puis, à force, je dirais, d'attendre, à force de greffons qui ne viennent pas, de complications qui s'accumulent, tous les patients sont perdus. En tout cas, à ma connaissance, en France, aucun patient n'est allé jusqu'à la transplantation intestinale. Alors qu'à un moment donné, il va falloir y parvenir, de telle sorte que, c'est pas confiant, sauf si la roquinase change la donne, mais enfin c'est pas aujourd'hui, qu'enfin on puisse avoir, je dirais, une expérience raisonnable et logique face à ces patients
et qu'on ne soit pas obligé de se rapporter à la littérature qui a étendu son expérience de greffe de intestin, qui confirme effectivement qu'il y a un risque de GVH, mais la GVH ça se gère aussi. Donc où on tourne en rond, on continue à se regarder en chien de faïence, ou à un moment donné, il faut y aller. Alors cet enfant de Lyon, je n'ai pas pu participer à la discussion, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes de la décision, mais à un moment donné, il va falloir y aller. C'est exactement ça, c'est-à-dire que les immunologues et eux, ils n'ont pas très envie en disant on ne veut pas greffer, faire une greffe de moelle tant que l'intestin, voilà. Et dans l'autre sens, elle, ce qui est particulier, c'est qu'elle a une atteinte hépatique qui évolue. Donc je pense qu'on va y arriver par ce biais-là, en fait. Nous, pour le malade qu'on a suivi, on avait rapporté les choses beaucoup au fait que les sténoses s'installent et que dans le duodénum, nous, on avait drainé le duodénum. Et c'est comme ça qu'on a réglé les problèmes de pancréatite et d'hépatite, c'est qu'on drainait le duodénum avec un bouton, hein, et c'est comme ça qu'on a réglé le problème. Je pense que les sténoses s'installent dans le duodénum et créent ces hépatopathies et ces pancréatites à répétition. Je voudrais juste dire un petit mot. Il y en a eu un autre aussi qu'on a eu qui a été suivi à Bullion. J'ai vu personne de Bullion, voilà, et qui est décédé récemment. Merci de l'avoir pris en charge, c'était quand même très palliatif. Et donc du coup, Noël, c'est peut-être l'occasion de faire une fiche, de l'envoyer à Alain et puis qu'on reprenne tous ces cas et qu'on les mette ensemble. Ce serait pas mal, parce que finalement quand on voit, il y en a 5-10 et ce serait une assez belle série. La transplantation, on avait beaucoup discuté de la transplantation chez notre malade et on voulait savoir dans quel sens on faisait, transplantation intestinale ou moelle. Et en fait, les articles qu'on avait trouvés à l'époque, il y avait un enfant qui avait été transplanté intestinal aux États-Unis et en fait, il y avait un relargage de gamma delta. Sauf que la suite de cette histoire, c'est que... Oui, mais j'en ai parlé avec Florence aussi, qui disait qu'en fait, ils n'ont jamais réussi à obtenir des informations sur le devenir et que... Oui, il est toujours vivant, mais il a fait, notamment il y a des infections sévères après qui font dire que le déficit immunitaire n'est peut-être pas aussi réglé que ça, quoi. On va s'arrêter, merci.